À tous. On va peut-être commencer cet Apur Café et puis d'autres personnes pourront nous rejoindre. Donc nous vous remercions déjà pour votre participation à cet Apur Café. Comme vous le savez, les, séances sont enregistrées, donc pour être mises en ligne, sur le site de l'Apur dans la semaine, qui suit, l'Apur Café. Donc c'est pourquoi on vous demande à chacun, de bien vouloir couper vos micros pour une meilleure qualité de l'enregistrement. Et donc le format, vous le connaissez, il est de 45 minutes, donc on va essayer de faire une présentation assez courte en 25 minutes, 30 minutes pour, évidemment avoir au moins 15 minutes, de questions-réponses. Donc l'urbanisme circulaire, hein, est aujourd'hui une approche, qui s'étoffe, qui se peaufine et on a choisi donc au sein de l'atelier d'imaginer avec vous, la seconde vie des 10 millions de mètres carrés qui sont à démolir à l'horizon 2030, dans le Grand Paris. Donc aujourd'hui, on va aborder, plus particulièrement, la question des filières de réemploi et de valorisation des matériaux, qui sont issus, des démolitions. Donc l'équipe projet qui a, réalisé, cette étude, hein, et les travaux également précédents donc au sein de l'atelier, c'est une équipe pluridisciplinaire qui est notamment constituée par, Amélie Nourry, que vous voyez ici, architecte, chef de projet, et ainsi qu'Éléonore Bouvier, ingénieure, et puis, moi-même, Patricia Peloux. Donc ce travail s'inscrit dans la continuité de travaux précédents. Donc en 2020, on a stratégiquement, choisi d'aborder l'économie circulaire, à partir vraiment de l'angle des chantiers, du BTP, compte tenu des travaux importants, qui ont lieu dans le Grand Paris. Donc en 2021, vous voyez sur cette image qu'on a réalisé, d'abord des projections d'évolution des besoins des matériaux, avec notamment, la perspective d'une diversification des matériaux et aussi une évolution, des besoins en béton. Donc ces travaux ont été menés avec, plusieurs de nos partenaires, donc notamment une dizaine de partenaires, avec, tout d'abord les 6 signataires de la convention héritage, JO, donc la ville de Paris, le département de Seine-Saint-Denis et les 4 EPT qui constituent, la Seine-Saint-Denis, donc Est Ensemble, Plaine Commune, Terre d'Envol et Grand Paris Seine-Ouest, ainsi que l'ADEME avec qui on a travaillé et qui nous ont rejoints en tant que partenaires. Donc nous avons également échangé, pour faire ce travail avec, la métropole du Grand Paris qui aujourd'hui est en charge d'une étude sur le métabolisme urbain et qui a la compétence en matière de plateforme, de réemploi et évidemment également, on a échangé avec les grands, acteurs, on va dire fonciers, ou opérationnels comme la Société du Grand Paris Aménagement, la SNCF et puis également Aropa Port et Voies navigables de France. Donc ce travail, il s'inscrit dans le cadre d'une évolution de la réglementation qui concerne les déchets du BTP. Donc vous le savez, la loi d'économie circulaire, qui a fixé l'objectif de 70 de produits de construction, et de démolition qui doivent être valorisés, ou à recycler. Et on part de loin, hein, puisque, en France, on est loin d'atteindre, aujourd'hui dans le cadre des opérations, ces pourcentages. Donc c'est dire si, l'économie circulaire dans les chantiers nécessite, de mettre en place un nouveau process. Ce qu'on a essayé en tout cas de décrire sur cette image avec évidemment premièrement l'estimation, des flux qui vont être démolis. Aujourd'hui tout le monde commence en fait à se doter de ces bases de données, c'est-à-dire, les quantifier. Deuxièmement, il s'agit de les qualifier pour, mieux comprendre les types de matériaux qui sont concernés. Troisièmement, c'est d'évaluer la part de ces matériaux issus, des démolitions, dans les opérations d'aménagement qui peuvent être réemployés ou réutilisés pour les besoins même de l'opération, en circuit court et enfin, orienter les flux, qu'on peut dire en trop, vers les filières de recyclage et de réemploi en lien avec le maillage existant et qui est en train de se construire des plateformes en circuit court, avec si possible, également donc le développement à l'intérieur de la métropole du Grand Paris, ou sur l'axe Seine. Donc sur l'image suivante, on voit qu'on a tout d'abord donc étendu nos calculs, faits sur les flux de produits de démolition, à l'ensemble de la métropole. Donc c'est une approche qui est quantitative, qui a été faite tout d'abord à l'échelle de Paris et du département de Seine-Saint-Denis et qu'on a étendue
à l'échelle de chacun des 12 territoires. Donc c'est ce que vous voyez sur cette image avec, donc les flux à la fois de construction et les flux de démolition, donc en positif, et en négatif par rapport à ces histogrammes, grâce à une base de données, nouvelle qu'on a mis en place, la base de données, démolition, qui est une base de données inédite et qui vient compléter notre base, de projets urbains, des mètres carrés à construire, je dirais historiques, dans le cadre de notre observatoire. Donc il ressort qu'on a, 27,5 millions de mètres carrés qui vont être construits, dans le Grand Paris à l'échelle de 2030 et d'après notre base de données de démolition, on a estimé qu'on aurait près de 10 millions, donc 9,5 millions, exactement, qui seraient, parallèlement, démolis. Donc on peut dire qu'on a en gros globalement, un ratio de 3 pour 1 avec 3 mètres carrés construits. Pour 3 mètres carrés construits, on a globalement 1 mètre carré qui est démoli. Donc ces flux concernent les grands projets d'aménagement, donc ils seraient même encore plus importants si on intégrait le secteur, diffus. Donc en lien avec l'ADEME, on a estimé, que cela correspond à peu près à 15 millions de tonnes de déchets de BTP d'ici 2030 et puis ensuite, c'est en avec le CSTB qu'on a travaillé de façon à affiner, et calculer les flux, qui sont liés à une petite dizaine, de matériaux. Donc prenons l'exemple de Grand Orly, Seine-Bièvre, hein, qui est un territoire, vaste et très, dynamique, qui a accepté de m'héberger pour ce webinaire. On a 1,8 million de mètres carrés qui sont, démolis et qui représentent à peu près plus de 3 millions de tonnes, de matériaux à valoriser et à réemployer, rien que sur ce territoire. Donc considérer ces déchets comme, des gisements, ou des ressources constitue un très grand changement, d'approche par rapport en tout cas, à notre fonctionnement habituel, dans le monde urbain, et immobilier. Donc à partir de là, on a pu quantifier les types de matériaux, c'est ce qui ressort sur cette image, et de les décliner par territoire. Donc le béton et la pierre représentent les volumes les plus, importants, c'est ce que vous voyez sur cette image avec plus de 10 millions. Mais néanmoins, les autres filières sont aussi conséquentes, hein, au regard notamment de l'objectif qui est fixé, le fameux 70 de valorisation, des produits de démolition. Donc l'étude se compose à partir de là, à partir de 6 fiches qui sont organisées par filière. Elle dresse à la fois un état des lieux, des filières, les valorisations possibles, le cadre réglementaire et puis les acteurs des filières de valorisation qui aujourd'hui, se développent. Donc on a essayé de mettre en avant les bonnes pratiques, concrètes de réemploi et de valorisation et également de documenter les exutoires possibles, pour chacun des flux. Donc je vais passer la parole à Amélie, qui va vous présenter pour la dizaine de matériaux, justement ces fiches avec les flux, les filières, qui sont à la fois parfois, matures ou émergentes. Merci Patricia. Voilà, on va essayer de vous présenter de manière un peu succincte parce que et vous retrouvez les compléments dans l'étude pour aller un petit peu plus loin dans le détail des filières, mais au moins vous présenter les grandes caractéristiques de ces filières. Donc la première filière que nous avons étudiée donc, concerne le béton et la pierre naturelle. Donc ces matériaux ils sont regroupés dans une seule et même fiche, car les plateformes, les traitements et les valorisations possibles, donc tels que l'enfouissement, le comblement des carrières par exemple, sont communs. Le béton aujourd'hui constitue le principal matériau de construction, donc il est utilisé majoritairement dans gros œuvres en structure ou en maçonnerie, donc pour la confection de murs, de dalles ou de poteaux. La pierre, elle, est utilisée donc également dans gros œuvres et généralement soit avec un liant, donc ciment par exemple, soit sans liant, et on parle alors de construction en pierre sèche. La pierre et le béton donc, sont le principal déchet issu des démolitions, à hauteur de 70% environ. Et nous avons estimé donc, dans la base de données démolition, en lien avec le CSTB, plus de 10 millions de tonnes de béton et de pierre qui vont être démolies dans les opérations d'aménagement de la métropole du Grand Paris à horizon 2030. Donc cela représente un flux à venir qui est très important. Aujourd'hui, les valorisations de cette filière, donc elles sont nombreuses. La pierre et le béton, donc, ils peuvent être recyclés comme sous-couche routière, ce qui représente actuellement 75% des valorisations de la filière. Mais ils peuvent également être recyclés après concassage, donc en granulat ou en sable, comme dans le cas du chantier de la Vallée à Châtenay-Malabry, où on a 95% des gravats issus des démolitions qui ont été recyclés en granulat. Donc c'est l'image que vous avez en bas à droite.
La filière de réemploi du béton, elle est encore peu développée, donc contrairement à celle de la pierre, car lorsqu'on dépose séparément donc ces pierres, elles peuvent être réemployées dans la construction neuve ou dans le cadre de récupération de pierres sèches, c'est-à-dire donc sans liant ou avec des liants à la chaux et à la terre. Et donc pour illustrer ça, il y a l'exemple de la caserne de Reuilly, donc à Paris, qui en fait a découvert sous l'enrobé donc ces pierres, les a déposées, stockées sur la plateforme de Bonneuil-sur-Marne pour pouvoir après les réutiliser et réimplanter pour aménager la cour de la caserne. C'est les acteurs de cette filière donc qui sont multiples. Ils regroupent des associations, des syndicats, des industriels et des entreprises. On en recense donc à l'échelle de la métropole 25 centres de concassage béton et une centaine de plateformes qui acceptent les déchets inertes, donc, dont le béton. Et puis, il y a une plateforme également de réemploi donc, pour la pierre qui est portée par la ville de Paris, donc, qui se situe, comme je l'évoquais précédemment, donc, sur le port de Bonneuil. On peut également citer les 33 centrales à béton qui sont présentes dans la métropole et connectées en bord à voie d'eau et qui, elles aussi, acceptent en partie de reprendre les déchets béton. Les avantages de la valorisation donc, sont nombreux, au-delà des réductions donc, des coûts de production qui sont engendrés par l'utilisation de granulats recyclés et des émissions carbone évitées. Donc, on est à peu près autour de 28 kilos de tonnes de béton, d'économie de CO2 par tonne de béton revalorisé. L'utilisation des granulats recyclés, donc elle limite également l'extraction donc, des carrières. On en a une soixantaine à peu près en Île-de-France, et donc l'approvisionnement en matières premières. C'est un point qui est important au regard notamment des problématiques sur les carrières en Île-de-France qui s'amenuisent et une législation qui se durcit. Donc, le cadre réglementaire, il évolue. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 60% de granulats recyclés qui peuvent être utilisés dans la fabrication de béton neuf selon les types de béton. Donc, tout ça est réglementé par des normes européennes. Il existe également donc, des objectifs de réduction de mise en décharge de déchets inertes qui impactent pour le coup directement le matériau béton. Et puis la filière de recyclage, donc elle est mature pour le recyclage et elle doit se constituer en tout cas pour le remploi côté béton. La seconde filière nous avons étudiée concerne les aciers et les métaux. Donc, il s'agit d'une filière de recyclage qui, elle aussi, est mature à l'échelle de la métropole. C'est également la filière qui a une grande valeur économique importante. Donc, on trouve ce matériau dans le gros œuvre pour des éléments structurels et aussi dans le second œuvre pour des éléments comme la plomberie, la serrurerie ou des radiateurs. Donc, d'après le PRPGD, donc le plan régional de prévention et de gestion des déchets, le flux des déchets métaux serait de 200 000 tonnes par an en Île-de-France et cela représente à peu près 3% des déchets issus de la démolition. Toujours d'après donc la base de données de l'APUR, la base de données démolition et les estimations qui ont été faites en lien avec le CSTB, les démolitions à venir donc dans les opérations d'aménagement à horizon 2030 représentent 55 000 tonnes de déchets de métaux, dont 20 000 tonnes qui sont identifiées pour la structure. La filière de réemploi, donc, elle s'organise essentiellement autour du second œuvre. Par exemple, lors des démolitions de la cité Gagarine, les radiateurs ont été récupérés par Réavi et stockés sur une plateforme temporaire, donc Porte d'Ivry, en attendant une revente. La réutilisation d'éléments de gros œuvres, donc elle est moins occasionnelle, mais néanmoins son réemploi n'est pas impossible. Il y a la Maison des Canaux, donc récemment inaugurée dans le 19e à Paris, qui est par ailleurs un magnifique démonstrateur de la mise en place de l'économie circulaire, qui a récupéré une charpente métallique donc d'un autre chantier pour la structure d'une de ses terrasses, mais cela nécessite effectivement une dépose assez minutieuse. Donc, la filière de recyclage est quant à elle très structurée. 80% des déchets métalliques sont récupérés, puis fondus et incorporés dans les procédés de fabrication. Et au total, on a en France, en tout cas, plus de 40% de l'acier produit qui vient de ferraille recyclée. Les acteurs de cette filière, donc, ils sont essentiellement européens et à l'échelle de la métropole, c'est les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui jouent donc un rôle important à la fois dans le démontage, dans la collecte, mais aussi dans la revente. On peut noter quand même la présence d'un sidérurgiste donc, à l'échelle de la métropole qui lui récupère les matières recyclées dans son process de fabrication. Et puis on a également une quarantaine de sites de traitement de déchets qui acceptent les métaux dans la métropole.
Les principaux avantages donc à cette, valorisation, donc sont le coût élevé, de ces déchets, qui sont, économiquement, rentables, mais aussi la réduction d'extraction, de minerais et de ces traitements qui sont nécessaires, qui eux sont très énergivores et qui ont donc un impact sur, la biodiversité. D'un point de vue réglementaire, dans le paquet économie circulaire, donc du programme d'action pour l'environnement, l'Union européenne a fixé donc un objectif de recycler 70 des métaux ferreux d'ici 2025 et 80 à horizon 2030. Donc on voit bien qu'il y a, pour les différents types de matériaux qui vous êtes présentés, en tout cas un cadre réglementaire qui évolue, lui, fortement en faveur de ces filières de recyclage et de réemploi. Et la principale recommandation qu'on pourrait faire pour la filière de recyclage des métaux, donc, est de prévoir un tri plus fin du déchet, donc sur le chantier lui-même, afin de permettre au moins au maître d'ouvrage de vendre ces matériaux plus chers que s'ils étaient mélangés. L'autre filière, enfin une autre filière, donc, est celle du bois, qui est une filière qui, elle aussi, comme le béton, est très utilisée dans la construction en gros œuvre comme en seconde œuvre, qui représente 4 des déchets lors des démolitions et un flux de 225 000 tonnes de déchets par an en Île-de-France. Donc dans nos calculs, nous estimons donc que dans les opérations d'aménagement de la métropole du Grand Paris, il y a un flux à venir supplémentaire de 100 000 tonnes qui va venir s'ajouter à horizon 2030. Donc cette filière de recyclage et de réemploi donc pour le bois, elle est en train de se structurer et de se développer. Elle a d'ores et déjà donc des valorisations qui sont présentes, notamment le recyclage qui est la plus courante. Les déchets bois sont majoritairement transformés et broyés donc en copeaux pour être utilisés à la fois en compost, en paillage, en pâte à papier, mais également en fabrication de panneaux bois pour la construction ou encore en bois d'énergie ou bois de chauffe. Le réemploi, quant à lui, concerne principalement la réutilisation de meubles, de menuiseries, de portes ou de parquets. Ces éléments, ils peuvent être également transformés. C'est le cas notamment de l'image que vous avez à l'écran, qui est la crèche Justice dans le 20e arrondissement. Et donc, la façade a été réalisée à partir de portes qui ont été réemployées. Le réemploi des charpentes en bois pour une même charge reste compliqué parce que le bois ne doit pas avoir subi une altération ou de dommages mécaniques. Toutefois, il est possible de récupérer le bois de charpente comme matière secondaire et de le transformer par des menuisiers pour en faire du bois de charpente, mais pour une autre charge. Les acteurs de la filière du réemploi et du recyclage du bois, ils sont portés donc par des industriels et des acteurs de l'ESS qui interviennent donc en phase de démontage, de stockage ou de pose de matériaux. Et à l'échelle de la métropole, on recense près d'une vingtaine de sites de regroupement de déchets bois ainsi que des plateformes de regroupement du bois. Lorsque le bois il n'est pas valorisé, donc le carbone qui a été capté est réémis dans l'atmosphère. Donc, le principal avantage de la valorisation bois, c'est donc d'éviter ces émissions carbone. Donc, d'après un rapport de l'ADEME, en 2014, il y a 230 000 tonnes d'émissions de CO2 qui ont pu être évitées grâce au recyclage du bois. Plus largement, comme d'autres matériaux, le recyclage du bois a un impact aussi sur l'environnement et plus particulièrement sur l'eau, l'air et la consommation d'énergie. Le recyclage, donc, il est en partie encadré aujourd'hui par le plan des déchets comité stratégique de la filière bois, donc, qui a établi comme objectif national de recycler et de valoriser 1,3 million de tonnes de déchets bois en fin de vie supplémentaire par an à échéance 2025. On peut retenir donc, pour les recommandations pour le développement de la filière peut-être deux éléments principaux. Le premier donc, concerne le bois de chauffe, qui pourrait être lui valorisé davantage si les solvants et les cols étaient moins présents dans les composants à recycler. Et puis le second qui concerne le tri des déchets et le coût qui est associé. Aujourd'hui, seul le bois de classe A donc est valorisé entre 30 et 70 euros la tonne, tandis qu'il est nécessaire de payer pour se débarrasser des bois de classe B et C. Donc sans trop rentrer dans les détails, mais vous retrouverez l'ensemble des descriptions, en tout cas pour ces différentes classes qui sont présentes et écrites dans le rapport. Donc bien qu'il soit plus intéressant de réutiliser un déchet pour une valorisation matière plutôt que de la brûler pour une valorisation énergétique, il faut quand même garder à l'esprit que les objectifs nationaux sont en faveur de la création de la chaleur par la biomasse et majoritairement à partir du bois.
La filière du PVC, donc, quant à elle, elle est constituée de 2 types de PVC, les PVC rigides, tels que les fenêtres ou la tuyauterie, mais également les PVC souples, tels que donc les sols, les membranes d'étanchéité ou encore les stores. Aujourd'hui, c'est 50% de la production de PVC qui est utilisée pour le secteur du BTP. Et bien que ce matériau soit recyclable à 100%, il y a seulement 3 000 tonnes qui étaient recyclées donc, à l'échelle de l'Île-de-France en 2015 sur les 70 000 tonnes de déchets produits. Donc on a en tout cas une marge de progression qui est non négligeable. Donc cette filière, elle n'est pas encore mature à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Cependant, il y a des valorisations qui sont d'ores et déjà possibles, notamment à partir de granulés ou de paillettes recyclées. Donc avec ces pastilles de PVC rigides, cela va permettre de réaliser donc quasiment tout type de pièces, des fenêtres, des canalisations. Et les pastilles de PVC souples, elles seront plutôt utilisées comme des revêtements de sol ou transformées en cônes de signalisation. Donc les PVC souples sont des filières spécifiques donc qui se sont créées, qui sont en train de se créer donc afin d'améliorer le recyclage des chutes de pose de sol sur les chantiers ou alors des sols qui sont en fin d'usage à partir du moment où ils sont posés sans colle. Une fois broyés, donc ils peuvent être réincorporés au processus de fabrication. Donc c'est le cycle de vie de ce matériau que met en place notamment l'entreprise Tarkett. Il y a également d'autres filières qui voient également le jour pour les PVC dissouillés, donc, qui sont notamment composés à partir de colle ou de solvants. Et puis les PVC, ils représentent aussi, tout comme le bois, un potentiel énergétique quand ils sont acheminés donc, vers les incinérateurs. Donc ça va être le cas notamment des déchets ménagers, mais également des PVC qui sont, eux, en mélange. Les acteurs de cette filière, donc, ils sont regroupés en plusieurs syndicats et en associations, donc soit françaises, soit européennes. Et à l'échelle de la métropole, donc on a à peu près une trentaine de plateformes de traitement de déchets qui acceptent les PVC, donc afin soit de les recycler, de les valoriser ou de les conditionner pour les envoyer vers des filières qui sont plus appropriées auprès d'industriels, de plasturgie, etc. Donc, à ce jour, il faut quand même qu'on note qu'à l'échelle de la métropole, il n'y a aucun point de collecte pour les sols souples. Enfin, c'est même au-delà de la métropole, parce que c'est à l'échelle de l'Île-de-France. Comme pour les filières précédentes, finalement, l'utilisation de PVC recyclé plutôt que neuf donc, permet elle aussi de limiter les émissions carbone. Donc, on est à peu près à 2 kg de CO2 évité par kilo de PVC recyclé utilisé au regard de PVC. Et la consommation d'énergie primaire est également réduite d'au moins 45% avec l'utilisation d'une matière recyclée. D'un point de vue réglementaire, l'objectif de la feuille de route, donc l'économie circulaire, est d'atteindre 100% des plastiques recyclés à horizon 2025, donc ce qui est un objectif élevé. Et les principales recommandations qu'on peut faire pour le développement de cette filière donc, seraient d'améliorer le tri à la source, donc sur les chantiers, pour mieux orienter les déchets et limiter la pose de sol souple avec des cols qui limitent en tout cas les process de recyclage. L'avant-dernière filière donc, porte sur les menuiseries et sur le verre. Donc les menuiseries, elles sont composées d'une vitre donc, en verre et d'un châssis qui, lui, peut être soit en bois, soit en aluminium, soit en PVC. Les menuiseries, donc, elles sont souvent changées pour remplacer les vitres par du double vitrage. Cela peut représenter des volumes assez importants. Par exemple, dans le cadre des rénovations thermiques dans les opérations, cela représente jusqu'à 30% du poids des déchets. Actuellement, on a plus de 70% des menuiseries donc, qui sont déposées qui contiennent du bois. Cela s'explique parce que les évolutions des matériaux utilisés pour les châssis des fenêtres se font ressentir que des années plus tard. On commence seulement aujourd'hui à voir apparaître des menuiseries en aluminium, enfin, dans des proportions importantes, qui datent à peu près des années 60-70. Si les châssis, eux, se recyclent plutôt bien, seuls 5% du verre plat est aujourd'hui recyclé. Et il est vrai que la filière du verre peine un petit peu à se développer aujourd'hui. Donc les menuiseries, elles sont composées donc d'une diversité de matériaux, on l'a évoqué, et donc elles font référence à différentes filières et ont de nombreuses valorisations qui sont possibles. Néanmoins, dans la majorité des cas, les châssis bois et PVC, en tout cas, sont
surtout utilisés en sous-couche routière et partent en enfouissement. Les châssis en aluminium, eux, ont un process un petit peu différent, parce que de par leur valeur économique, marchande, ils sont majoritairement recyclés. Le réemploi des châssis, donc, il est possible, mais ils sont plus souvent transformés. Et en ce qui concerne le verre, donc, le réemploi est particulièrement rare, car son rendement, donc, il est peu intéressant à cause de la manipulation difficile, en tout cas, minutieuse, en tout cas, à avoir au niveau du verre. Et la principale valorisation donc, du verre plat est donc le recyclage, d'autant plus que c'est un matériau qui est recyclable à l'infini. Donc, une fois broyé, il peut être utilisé comme calcin, donc dans la fabrication de nouveaux matériaux. Et ce calcin, donc issu de verre recyclé, il peut être incorporé à hauteur de 80% dans le matériau pour la création du matériau neuf, mais à condition qu'il soit donc non souillé, non endommagé, donc c'est-à-dire cassé. Donc tout cela représente, il est vrai, des critères d'acceptabilité qui sont difficiles à respecter sur les chantiers. Du coup, lors des démolitions, le verre, il est donc souvent mis en mélange avec des déchets inertes et utilisés en sous-couche routière. Donc, bien que la filière de recyclage, elle est encore peu connue et peu incitative, en tout cas d'un point de vue financier, il existe quand même des expérimentations qui voient le jour aujourd'hui. C'est le cas notamment de la réhabilitation des bureaux rue Renault, donc dans le 13e arrondissement à Paris, où Saint-Gobain a pu recycler à peu près 100 tonnes de fenêtres entre juin et juillet 2021. Donc, la filière aujourd'hui, elle est portée par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. On a une vingtaine de plateformes donc, qui acceptent le verre à l'échelle de la métropole et 20 centres de traitement ou de massification pour les fenêtres qui sont également présentes. Et on peut quand même souligner donc, une plateforme de recyclage du verre donc, qui est présente à l'échelle de la métropole du Grand Paris et qui est localisée à Bonneuil et qui est plutôt elle, portée par des acteurs de l'ESS. Le verre, donc en le valorisant, c'est près de 300 kg de CO2 qui peuvent être évités par tonne de calcin recyclé. Et puis, on a des évolutions réglementaires qui sont particulièrement importantes, donc qui vont, on espère, pouvoir aider et faciliter au développement de la filière du verre, notamment comme l'engagement pour la croissance verte qui doit aider au recyclage du verre plat. Et ces signataires donc, se sont engagés à collecter un petit peu moins de la moitié, donc 80 000 tonnes à horizon 2025. Et puis, au-delà du tri et de la dépose soignée pour les menuiseries, une recommandation donc, possible serait d'inscrire dans les cahiers des charges l'obligation donc, de recycler les menuiseries dans une filière plus appropriée. Enfin, la dernière filière que nous souhaitons donc, vous présenter et qui fait partie du rapport donc, concerne les moquettes qui sont recyclées aujourd'hui qu'à hauteur de 3%. 97% sont enfouis ou incinérés. Donc, ces filières, elles concernent également les moquettes utilisées pour des événements temporaires, comme des salons par exemple, qui représentent des volumes qui sont assez importants. Il y a quelques rares exemples de réemploi qui existent. C'est le cas notamment de la collaboration qu'il y a eu entre Cycle Up et Orac, qui ont réciproquement donc récupéré à la fois via la plateforme, puis reconditionné des dalles de moquette pour un chantier. Et puis, il existe deux types de valorisation possibles, donc soit des valorisations énergétiques par combustion ou création de granulés, qui est aujourd'hui la valorisation la plus répandue. Et puis, le recyclage du matériau qui, lui, permet de reconfectionner donc, de nouvelles moquettes ou des matelas en récupérant les fibres et également la sous-couche de la moquette qui se récupère pour recréer de la sous-couche. Les acteurs de la filière, donc, ils sont répartis donc, à une échelle nationale et européenne. Et dans la métropole du Grand Paris, on a à peu près 20 sites qui acceptent les moquettes afin de les envoyer donc, vers des centres de valorisation énergétique. Et le réemploi, quant à lui, il est plutôt opéré par des structures de l'ESS. Les principaux avantages de la valorisation donc, sont l'impact sur l'environnement et le carbone, les émissions de CO2 qui peuvent être évitées entre une moquette recyclée et une moquette neuve. Donc, on est jusqu'à 445 kg de CO2 évités pour 100 mètres carrés de moquette recyclée.
Il faut quand même noter que la trajectoire française, donc qui consiste à favoriser le développement des combustibles solides de récupération, ainsi que l'absence de législation précise sur ce sujet, ne pousse ni au recyclage ni au réemploi de ces matériaux. Et une des recommandations possibles pour encourager le développement de la filière serait donc peut-être l'éco-conception en amont, donc pour limiter au maximum les cols et les solvants, utiliser davantage, donc qui nuit un petit peu en tout cas qui complexifie le process de recyclage et utiliser davantage des moquettes en dalle qui sont plus facilement réemployables et recyclables que les moquettes en rouleau. Donc ces présentations étaient assez sommaires. Vraiment, on vous invite à aller consulter l'étude qui vous donnera voilà, l'ensemble des détails. Ce que l'on peut retenir néanmoins, avant de repasser la parole à Patricia, c'est que il y a des éléments qui sont communs donc, à l'ensemble de ces filières. C'est que le recyclage, donc via enfouissement ou sous-couche routière ou via la valorisation énergétique, reste majoritaire. Mais que néanmoins, il y a quand même de nombreuses filières de recyclage et de réemploi qui sont en train de s'organiser pour une meilleure valorisation de la matière. Merci, Amélie. Donc pour conclure, donc une dernière image, on a envie de en tout cas de considérer que s'il y avait un seul chiffre à retenir, c'est quand même ce ratio de 3 pour 1. Qui montre qu'on a quand même, pour 3 millions de mètres carrés construits, une génération, enfin en tout cas un gisement d'1 million de mètres carrés démolis, ce qui est quand même, considérable comme, évolution. Donc là, Amélie l'a souligné, hein, le béton, la pierre, se détachent fortement, en volume, et ce sont déjà d'ailleurs des filières qui sont, structurées, qui sont dites matures comme l'acier, les métaux. Par contre, la filière du recyclage et de réemploi, du bois, est en train de se structurer et de se développer grand bois. J'imagine que Fibois, voudra intervenir, dans les échanges et puis les autres filières, elles sont émergentes et c'est vrai qu'il y a des besoins pour qu'elles soient, mieux valorisées, avec des filières qui sont plus structurées, des besoins, d'extension de plateformes, qui nécessitent qu'il y ait une mobilisation, une préservation, du foncier. On sait, que le foncier est souvent, le nerf de la guerre pour ces services urbains, et notamment en circuit court. Donc on peut citer comme filière le plâtre, hein, les menuiseries, le verre. On l'a vu là en tout cas dans les questionnements qui apparaissaient, dans l'espace de conversation. Les travaux de rénovation énergétique, vont, induire, de nouveaux, changements de fenêtres avec un nouveau marché, qui émerge et on le voit typiquement même dans l'actualité, hein. Hier se tenait l'inauguration, de l'exposition des Folies de Neuilly, où il y a un projet, les Folies de verre qui propose des pavillons en verre recyclé. Le projet Impression Terre qui utilise, la terre crue qui est récupérée, sur place. Donc on voit qu'on pourrait citer bien d'autres projets comme Cycleterre, à Sevran. Donc on voit qu'on est quand même passé d'un dispositif de projet pilote à une généralisation de projets qui aujourd'hui, utilisent des nouveaux matériaux, en tout cas réemployés et recyclés et qui a un vrai changement qui est en train de s'opérer. Donc pour la suite de ces travaux, on aimerait proposer un atelier qui réunit à la fois les partenaires territoriaux, collectivités, ADEME, aménageurs, et puis, les acteurs économiques, des filières pour définir la suite et les enrichissements possibles. Donc on imagine qu'on pourrait choisir des secteurs qui sont démonstrateurs, pour définir à la fois, quantifier les flux, identifier un meilleur maillage. Donc on pense au secteur Paris Nord-Est par exemple ou la Défense, et donc on viendra évidemment vers vous, et si, certains veulent, en tout cas proposer certains sites, évidemment on est à votre écoute. Donc maintenant, on va passer, à la séance, des échanges et recueillir, vos questions, et vos réflexions. Donc on remercie les intervenants de bien vouloir, brancher leur caméra, de façon à ce que chacun puisse, vous voir. Donc je vois qu'Isabelle lève la main et et a mis sa caméra. Donc je te passe la parole Isabelle Lardin, pour la ville de Paris. Oui, merci. En fait, tout d'abord, je voulais parler au nom de notre groupe de travail, Paris, département 93 et les 4 PT, pour vous remercier pour la qualité, du travail réalisé et qui correspond, pleinement en fait, à nos attentes puisque ça va nous être, très utile.
utile à double titre. Tout d'abord parce que cette étude va nous permettre de contribuer à l'identification et de foncier pour pouvoir donc disposer de ce maillage de plateformes, notamment grâce à la prospective sur les flux et puis tout l'inventaire en fait des installations existantes, que ça soit en réemploi, en réutilisation et en recyclage. Et puis ça va nous permettre collectivement d'anticiper les actions à mener pour pouvoir donc mener à la fois tous les travaux que vous aviez parfaitement identifiés dans le cadre de l'étude Les grands chantiers du nord-est parisien, un exemple d'économie circulaire, afin de pouvoir mener ces travaux et en même temps tenir compte de ces enjeux à la fois environnementaux, économiques et globaux. Le deuxième axe de cette étude, c'est qu'elle va nous aider aussi au niveau donc de l'offre, c'est-à-dire tout ce qui concerne les travaux en tant que maître d'ouvrage, mais également à destination des maîtres d'œuvre et des entreprises de travaux, c'est-à-dire tout l'écosystème, puisqu'en fait, nous avons constaté qu'il y avait un vrai besoin d'amélioration de la connaissance de ces filières pour permettre en fait à l'ensemble de ces acteurs de pouvoir changer leurs pratiques et donc du coup aller vers davantage d'économie circulaire. Et ce panorama va pouvoir répondre aussi à cette question. À titre d'exemple, je vais citer deux actions de la ville de Paris. La première, nous réalisons des démolitions, notamment de bâtiments insalubres. Et nous avons d'ores et déjà introduit dans l'ensemble de nos marchés donc des exigences spécifiques de recyclage pour l'ensemble des filières que vous avez donc listées et présentées dans cette étude. Et nous avons réalisé une première expérimentation pilote sur laquelle nous avons atteint un taux de valorisation matière de 90%, qui est la déconstruction de Mars-Dormois. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase d'acculturation à la fois en interne des chargés d'opération, mais également de l'ensemble des acteurs pour plus de fluidifier, plus de changements de pratique. L'autre exemple, et ça rejoint exactement ce que vous avez évoqué, c'est que vous avez des filières qui émergent et dans lesquelles il y a un besoin d'accompagnement à la fois en termes de foncier, comme tu l'as justement évoqué, Patricia et Amélie, mais également au niveau de l'offre, en fait, pour pouvoir stabiliser leur modèle économique et pouvoir fluidifier les échanges et les dons et les ventes de matériaux. Et à ce titre, nous avons donc fait ce démonstrateur qui est la réhabilitation de la maison des canaux, qui a été donc piloté par la direction du logement de l'habitat et qui donc est un marché de conceptualisation où nous avons expérimenté le réemploi de pierre avec la filière pierre sèche pour donc la terrasse, aussi bien le muret que le socle de la terrasse. Comme l'a évoqué tout à l'heure Amélie, nous avons réemployé aussi des poutrelles en acier. Le bois a été réemployé, ce sont des portes palières dues au changement des bailleurs et qui a servi de platelage, de parquet et puis de treillage. Et nous avons également utilisé les moquettes des salons d'exposition pour la tapisserie. Tout ça pour vous dire que même si cette opération est modeste, c'est possible en fait de mettre en place ces démarches vertueuses de réemploi et de recyclage et que la connaissance des filières, la connaissance des acteurs est un élément fondamental pour y arriver. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés sur l'ensemble des territoires à diffuser largement cette étude et également à partager entre maîtres d'ouvrage et à organiser donc différents outils sur ces retours d'expérience pour du coup permettre à l'ensemble des acteurs d'aller vers cette économie circulaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et à titre juste de complément, nous organisons nous, des visites actuellement de cette réhabilitation de la maison des canaux et je vais vous mettre le lien pour pouvoir vous inscrire. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce travail et cette étude. Et comme vous l'avez bien compris, celle-ci ne sera pas vaine puisque nous allons fortement l'utiliser. Merci Isabelle. Oui, en fait, ça complète, ce qu'a dit madame, le Larin, oui, Pardon. Lardin. oui.
Et en fait, est-ce que la PUR ou la ville de Paris ou la métropole, je sais pas, pourrait faire une plaquette à destination des maîtres, d'œuvre ou d'ouvrage, ceux qui sont sur les chantiers en charge de les démolitions? Juste une plaquette, un outil à remettre en début de chantier, qui recenserait les acteurs de la filière, de recyclage. Oui, on va vous envoyer en tout cas les liens vers les travaux qui ont été faits et puis, on va demander en fait aux collectivités d'envoyer ces documents synthétiques qui sont en cours de réalisation. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Peut-être le PT12? Je vois que monsieur Favard est là. Oui, tout à fait. Du coup, nous, on est, très intéressés par le sujet puisqu'effectivement, on est un grand territoire avec, beaucoup de chantiers, de construction et donc par de fait de démolition. À ce stade, nous, on n'a pas du tout structuré de doctrine et il y a des premières choses qui ont été faites de manière assez ponctuelle sur notre territoire. Vous avez cité notamment Gagarine, avec, le PERSA. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel nous, on souhaite travailler, donc c'est aussi pour ça que je me suis inscrit aujourd'hui et que j'étais très soucieux d'écouter vos propos. Parce que voilà, c'est quelque chose sur lequel on souhaite s'engager, donc effectivement, ce sera très intéressant pour nous de pouvoir, capitaliser sur votre étude pour réfléchir, nous, sur la manière dont on va travailler avec, les villes d'un côté, mais surtout les aménageurs, et voir comment on peut structurer les filières. C'est vraiment le nerf de la guerre, structurer ces filières et trouver les fonciers pour pouvoir, faire tous ces mouvements de matériaux. Donc ça fait vraiment partie des sujets. Évidemment, on est en pleine, élaboration de notre PLUI, donc c'est aussi un élément sur lequel il faut qu'on capitalise pour pouvoir, intégrer cette question. Voilà, donc très intéressé par ces éléments, j'avais déjà téléchargé l'étude donc je m'empresserai de la lire plus en détail, et puis, on reviendra vers vous probablement et je pense qu'on pourrait être intéressé, mais j'en discuterai avec mes collègues, côté aménagement, mais pour, potentiellement avoir des sites peut-être pilotes dans vos réflexions, voilà. Je pense qu'il y aura des volontaires. Merci François. Hem, peut-être que Leslie Petitjean pour Reste ensemble, si tu es toujours là? Je suis toujours là, oui. Ouais, merci beaucoup pour, la présentation de l'étude. Effectivement, moi, je trouve que c'est assez précieux parce que, du coup, c'est assez synthétique, je trouve, la façon dont vous avez présenté et je trouve que ça permet de pas trop s'éparpiller parce que je trouve que quand on parle de ces sujets-là, quand on veut débroussailler, en tout cas, le sujet, qu'on est un peu, novice, notamment quand on veut sensibiliser les aménageurs, bailleurs sociaux et promoteurs, on peut partir un peu dans tous les sens et là, d'avoir pris justement quelques matériaux, du coup, ceux qui vont être produits en plus grande quantité et explorer déjà les filières matures et celles qui sont en développement, je trouve que ça permet, de d'y voir assez clair. Je trouverais intéressant même d'ailleurs de alors, je ne sais pas si ça se joue à notre niveau, au niveau métropole quand je dis notre niveau, au niveau territoire, au niveau aussi métropole, d'avoir, peut-être des restitutions aussi de cette étude, pour cadrer un peu les choses et rappeler, aux maîtres d'ouvrage qui s'engagent, les filières déjà matures. Je trouve que vraiment c'est une très bonne base et après, je m'interrogeais plus, sur ce que tu disais Patricia à la fin, sur comment vous allez nous solliciter, nous territoires. Donc j'ai bien compris pour la recherche de sites pilotes expérimentaux, mais est-ce que du coup ça va plus loin et qu'est-ce que vous attendez aussi de notre part précisément? Et bien sûr qu'on collaborera à mon avis, il y a pas de souci, mais, voilà juste pour, comprendre un peu plus ce qui est attendu, dans une phase un peu plus opérationnelle, je En pense. fait, c'est surtout, c'est l'étape d'après, en fait, comment on alors c'est plutôt des travaux qui vont être engagés de toute façon, au plutôt deuxième semestre, même si on vise, au niveau d'avril, cette réunion avec, les partenaires, élargis. L'idée, c'est bien en tout cas d'avoir, de calibrer, ensemble, un petit peu les objectifs attendus et essayer d'aller, au-delà d'en tout cas de potentiels, se prendre en détail, un secteur. Donc il peut y avoir par exemple un site aussi pilote sur Reste Ensemble qui pourrait être étudié. Patricia évoquait, La Défense ou Paris Nord-Est. Mais voilà, c'est un petit peu faire, la synthèse de l'ensemble des travaux donc qui ont été, produits par l'atelier en lien avec ses partenaires évidemment et puis de voir un petit peu comment, un petit peu, toutes ces bonnes pratiques, ces process de l'économie circulaire peuvent, s'appliquer concrètement à un périmètre de projet, soit restreint, soit élargi et donc toucher à la fois, dans ces volumes, préciser davantage, les volumes, les qualifier et puis, bien vérifier, les maillages qui sont existants et les plateformes à renforcer, par rapport à l'opération d'aménagement, à venir.
OK. Juste peut-être un petit complément sur quand on parle de plateforme, moi je trouve ça il peut y avoir, une peut-être incompréhension, enfin incompréhension, en tout cas une compréhension peut-être réduite du coup de ce terme-là. Parce que par exemple, nous on a un site, alors aujourd'hui c'est pas encore validé, mais c'est quand même en bonne voie. On a un site, transitoire en l'occurrence qui appartient à la PFIF, pour lequel on a fait un appel à manifestation d'intérêt pour que des acteurs de la transition écologique, mais plutôt des acteurs de l'ESS se positionnent et du coup développent leur activité. Et il y a eu une bonne réponse, de plusieurs acteurs de l'économie circulaire BTP. Et pour moi, en fait, ça clairement, il y a eu en gros 7 acteurs qui ont répondu, enfin sur le CBTP. Et en fait, pour moi, ça, ce sera une des plateformes. Alors du coup, Mmh. je pense que quand on parle de plateforme, on imagine des trucs, très industriels. Ça peut être juste des Et petits espaces de transformation, et je pense que c'est bien de le exactement. rappeler. Oui, en fait, c'est vrai que dans la notion de plateforme, déjà, il y a les notions de plateforme pérenne et Ouais. transitoire. Et après, il y a une histoire en fait, d'échelle. Donc c'était l'objet, en fait, d'une première étude où on peut très Mmh. bien être sur des surfaces qui peuvent être très limitées, comme évidemment des plus grandes plateformes. Donc c'est un petit peu ça qu'on voudrait explorer, c'est-à-dire, apprécier comment en fait, à l'échelle d'un projet, d'une parcelle ou d'une opération d'aménagement, on peut mettre en place à la fois des choses qui sont transitoires de petite échelle, sur un projet précis et à l'inverse, avoir de la mutualisation, Mmh. pour justement les gisements qui sont en trop. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les aménageurs, et les maîtres d'ouvrage, réussissent à commencer, en tout cas, à installer des plateformes de réemploi à l'intérieur même de l'opération. Par contre, souvent pour des usages uniques, c'est plus Mmh. difficile d'avoir une mutualisation. Donc en fait, on se dit qu'on aimerait l'explorer à travers, certains secteurs pour montrer, en fait, ce process d'ensemble, Mmh. qui émerge. Mais voilà, après nous, l'idée, c'est quand même, comme on l'avait fait il y a 1 an, en réunissant, dans un atelier, hein, à la fois, bah, vous collectivités, Leslie tu étais là, Isabelle aussi, l'ADEME, qui avait permis aussi de montrer, ces dispositifs d'aide qui existent pour la mise en place, justement de plateformes, des personnes qui gèrent également des plateformes et des filières pour essayer de voir quelle suite construire. Donc voilà, on va revenir vers vous, Ouais. assez vite. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres, interventions? Comme l'heure, tourne, peut-être que enfin Amélie, sauf si tu souhaites Non, non, intervenir? Mmh. c'est bon, j'ai Heu, pas l'im Bah, merci en tout cas de votre participation et puis des échanges qu'on a pu avoir. Mmh.